Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct de cette salle des conférences du Sénat. Le Sénat où vient de se tenir la séance des questions d'actualité au gouvernement. Vous avez pu le constater, une séance largement consacrée aux attentats terroristes de la semaine dernière. Pas moins de 8 questions ont été adressées au gouvernement sur ce thème. On va largement y revenir sur notamment les mesures qui vont être prises et annoncées par le gouvernement dans les jours à venir. Mais tout d'abord, je vous propose de réécouter le Premier ministre Manuel Valls qui s'exprimait au Sénat pour la première fois depuis ces attentats. Il a tenu à rendre hommage à l'unité nationale au Parlement depuis la semaine dernière. On l'écoute. Je veux d'un mot vous remercier, Monsieur le Président du Sénat, pour les mots que vous avez prononcés ici même mardi dernier, mais aussi encore hier soir. Et je veux saluer évidemment l'extraordinaire manifestation de soutien, non seulement du peuple français, mais de ceux et de celles qui le représentent à l'Assemblée et au Sénat. Et personnellement, je vous le dis avec mes mots, voir cette image de rassemblement, non seulement dans la rue, mais aussi au sein du Parlement, s'exprimer avec force, avec autant de force, donne confiance, au-delà de nos différences, et elles doivent toujours exister, c'est ainsi la démocratie, c'est la démocratie qu'on a voulu abattre, c'est la capacité à échanger, à confronter pour l'intérêt général, mais voir ainsi le Parlement sur tous les bancs faire démontrer cette capacité de rassemblement, je crois que c'est un moment important pour la République et on vous le doit à chacun d'entre vous et Monsieur le Président, vous avez pleinement joué ce rôle, mais je le savais que ça serait ainsi. Voilà, donc Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. On l'a vu, c'était la première fois donc, que le Premier ministre s'exprimait depuis les attentats la semaine dernière et il a tenu à rendre hommage eh bien, à l'Union nationale également ici au Parlement. Alors avec nous pour revenir sur toute cette actualité sur le plateau cet après-midi, tout d'abord André Valigny, bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargé de la réforme des collectivités territoriales, on va en parler dans quelques instants, et puis avec vous Roger Carucci. Bonjour, merci d'être avec nous, sénateur UMP. Union nationale, comment la prolonger? Comment la classe politique peut répondre cette semaine et dans les semaines à venir, André Valigny, à cette mobilisation des Français? En continuant à se montrer à la hauteur de l'événement, le gouvernement a été à la hauteur, l'opposition a été à la hauteur, et l'Union nationale, maintenant, elle doit être traduite dans les faits, dans la réalité de ce qu'il faut faire pour que ce risque d'attentat soit sinon conjuré complètement. Le risque zéro n'existe pas. Manuel Valls l'a dit à plusieurs reprises, mais pour que l'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Et comment a-t-on pu en arriver là? Ça met en cause évidemment ce qu'il faut faire dans l'éducation nationale, dans le système pénitentiaire, oui, dans beaucoup de domaines. Donc l'unité nationale, oui, et continuons à faire tout ce qu'il faut ensemble, majorité, opposition, pour que les conditions qui ont permis ce qui s'est passé ne soient plus réunies dans notre pays, même si ce sera très difficile. Roger Carucci, tout à l'heure dans l'hémicycle, Manuel Valls a dit qu'il serait implacable face au terrorisme. Il veut aller vite, il veut frapper fort et notamment renforcer notre arsenal législatif. Il a raison de vouloir aller vite. Bien sûr qu'il a raison. Vous allez le soutenir. Bien entendu, là-dessus, il n'y a même pas de sujet. Je veux dire, si on veut maintenir l'unité nationale, il faut que les Français sentent qu'après l'émotion, il y a l'action. Et que, naturellement, le gouvernement traduit dans les faits toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité, en matière de protection, en matière d'unité, en matière de fait que les communautés ne se sentent pas exclues sur le territoire national et que l'ensemble des moyens financiers, matériels soient mis à disposition, l'ensemble des services de renseignement. Comme le dit André Valigny, le risque zéro n'existe pas. Mais l'action jusqu'où? L'action jusqu'où? Parce qu'on a entendu énormément de propositions venir de vos rangs de droite. J'en cite, Xavier Bertrand envoyer l'armée dans les banlieues, pour certains supprimer les allocations des familles dont les enfants ne respectent pas la minute de silence à l'école, le service militaire, le retour du service militaire ou la déchéance de nationalité. Alors, il y a les moments d'émotion et puis il y a l'action. Moi, j'attends du gouvernement qu'il dise clairement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est non au retour des djihadistes. Mais est-ce que l'UMP va aussi se mettre d'accord pour une plateforme commune de propositions? On n'en est pas là. Il n'y a pas encore, dans les semaines et les mois qui viennent, un programme commun en matière de sécurité. Ce serait trop beau. Mais je pense que si le gouvernement prend des mesures concrètes sur les djihadistes,
sur la nationalité, sur les prisons, pour l'isolement, sur la déradicalisation, sur les imams intégristes, eh bien, il sera suivi par l'opposition. Après que chacun ait des propositions, ça c'est normal, c'est le débat démocratique, mais nous suivrons le gouvernement si les propositions vont dans le bon sens, même si nous ferons d'autres propositions. Mais André Valigny, est-ce que le gouvernement aura une majorité de gauche pour adopter des mesures plus sécuritaires? On a vu les limites du débat autour de mesures plus sécuritaires, notamment en novembre dernier, ici, au moment de l'adoption, de la discussion autour de la loi Cazeneuve. Depuis septembre, Depuis novembre, il s'est passé ce qui s'est passé la semaine dernière. Je crois que chacun fait preuve de beaucoup de responsabilité. Roger Carucci vient d'en donner un exemple à l'instant. L'opposition doit jouer le jeu et elle va jouer le jeu de l'action efficace, au-delà des clivages partisans ou politiques, des postures parfois idéologiques entre ceux qui seraient sécuritaires, ceux qui seraient laxistes. Tout ça est derrière nous. Il y a une prise de conscience dans le pays qui a lieu, dans le pays, chez les citoyens. Et donc la classe politique, qui est censée être le reflet justement de ce que pensent et de ce que souhaitent les citoyens, la classe politique, et pour moi ce n'est pas péjoratif, les hommes et les femmes politiques de notre pays sont en train de faire un grand pas les uns vers les autres pour prendre les bonnes mesures. Les bonnes mesures. Alors, n'agissons pas dans la précipitation. Il faut quelques jours, quelques semaines de débat. Il y a des commissions d'enquête. Conseil des ministres, Manuel Valls l'a redit tout à l'heure. Dès le Conseil des ministres de la semaine prochaine, il y aura des propositions. Il y aura des actions au long cours, des actions en profondeur sur le moyen et le long terme, notamment en termes de moyens à donner à la lutte contre le terrorisme, dans le domaine du renseignement notamment. Et puis pour redéployer l'utilisation des forces armées. Vous savez que le président de la République a annoncé hier qu'il fallait revoir la réduction des effectifs militaires dans la mesure où l'armée est mobilisée. Il va falloir voir comment on le finance. Oui, on va voir comment on le finance, bien sûr, mais on n'a pas les réponses là aujourd'hui tout de suite. Madame Tarnaud, ni Roger Carucci, ni moi, on y travaille. Chaque groupe parlementaire va y travailler, l'Assemblée, le Sénat, sous la responsabilité, bien sûr, du gouvernement qui va faire des propositions et sous l'autorité de celui qui a incarné la nation depuis une semaine, c'est-à-dire le président de la République. André Valigny a raison, mais le Premier ministre a pris un engagement, celui de faire un collectif budgétaire assez vite. C'est vrai que ça ne servira à rien de faire des propositions de renforcement du renseignement, de renforcement des effectifs de police et de gendarmerie, s'il n'y a pas les moyens financiers. Donc, nous, ce que nous attendons, au-delà des textes qui viendront mercredi prochain au Conseil des ministres et dans les semaines qui viennent, c'est très vite, si possible, dès la fin du mois de janvier, un collectif budgétaire pour donner les moyens financiers à l'armée, à la gendarmerie, à la police, au renseignement, parce que si le pays veut être sécurisé, il faut mettre des moyens. On a beaucoup parlé d'union nationale, notamment au Parlement, mais c'est à l'école que cette unité semble se fissurer le plus et bien au-delà des quartiers sensibles. Comment tous les deux vous l'interprétez? André Valigny pour commencer. Comme l'a dit la ministre Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure, l'école ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Et il faut rendre hommage au travail des enseignants, qui n'est pas toujours facile, loin de là, surtout dans le contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut faire de l'éducation civique, on en fait déjà. J'entends trop souvent dire qu'il faut rétablir l'instruction civique à l'école. Il ne faut pas la rétablir, il faut sans doute la développer, l'approfondir, revoir peut-être les méthodes aussi de l'instruction civique. Il faut que l'école redevienne le creuset de la République, qu'elle soit celle qui permet l'intégration de toutes les populations, quelle que soit leur origine géographique ou la religion que pratiquent les parents, de chaque famille qui vit sur notre territoire. Il faut que l'école soit là où l'on s'intègre à la République, où l'on inculque les valeurs de la République aux enfants. C'est à l'école de résoudre le problème de la montée des communautarismes. C'est d'abord à l'école. Je crois que c'est d'abord à l'école. Pas seulement, mais d'abord à l'école. Est-ce que l'école aujourd'hui est suffisamment armée, et notamment les professeurs? L'école ne peut pas tout faire, mais nous assistons de plus en plus à une concurrence entre l'école et le virtuel, l'Internet. Beaucoup de jeunes sont plus attentifs à ce qu'ils voient sur Internet qu'à ce qu'on leur dit à l'école. Il faut donc à la fois lutter contre le djihadisme, les réseaux intégristes sur les réseaux Internet. Il faut rétablir l'autorité des enseignants. Il faut faire en sorte que l'école redevienne un lieu totalement laïque, totalement neutre, et où les insultes, les injures, les provocations cessent. Le jour où on aura des écoles où réellement ce sera qui redeviendront des espaces et de liberté et de connaissance et de savoir, le jour où on arrêtera de devoir protéger militairement les écoles, ce jour-là, sincèrement, on aura fait un grand pas.
Alors, on va parler de ce qui se passe cette semaine au Sénat, parce qu'il y a aussi un texte, un projet de loi. Ça continue la discussion parlementaire avec le texte NOTRe, qu'on appelle NOTRe, sur les compétences des collectivités territoriales. Le Premier ministre est intervenu tout à l'heure dans l'hémicycle pour dire que, bien sûr, il serait à l'écoute du Sénat. Et je vois que ça vous fait sourire, Roger Carucci. En tout cas, il se dit à l'écoute. On va le réentendre, le Premier ministre, et puis on en débat ensuite. Je ne vous dirai pas, c'est comme ça, circuler. Il n'y a rien à voir. Mais je ne vous répondrai pas non plus précisément, cher Jacques Mézard, par respect aussi par rapport aux travaux qui sont les vôtres. Il n'est un secret pour personne que nous nous sommes vus, vous avez, Président Larcher, dévoilé cela hier, nous nous sommes vus samedi, et puis moi je suis à disposition et nous allons continuer à travailler à travers les ministres avec l'ensemble des groupes. Mon état d'esprit est le suivant. Je souhaite, dans la mesure du possible, que nous arrivions à trouver un accord sur cette réforme, celle des compétences, qui vient après d'autres réformes, et celle notamment concernant les régions, qui va rentrer, je n'en doute pas un seul instant, dans les faits, et qui est une réforme importante, qui marquera durablement, je crois, l'organisation de notre pays, qui doit être accompagnée aussi par une réforme de l'État, déconcentrée. Mais l'état d'esprit est bien le suivant. Je souhaite un accord entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Alors, est-ce qu'un accord entre le Sénat et le gouvernement va être possible autour de ce projet de loi sur les compétences des collectivités territoriales? Roger Carucci. Malheureusement, et ça c'est l'unité nationale, parce que là-dessus on peut débattre quand même de manière plus ouverte, je crains que non. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit même de ce texte, c'est certes de renforcer les régions, c'est aussi quand même quelque part de dessaisir sur certains secteurs les départements, notamment sur le secteur des collèges. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à des choix profonds. Moi j'aurais préféré, je suis un régionaliste convaincu, mais j'aurais préféré qu'on laisse aux régions transport, développement économique, emploi, lycée, et qu'on en fasse des blocs forts. Remultiplier les compétences des régions, dessaisir les départements. Donc il ne faut rien bouger alors, Roger Carucci? Si, il faut rationaliser. Par exemple, on aurait pu dire que, j'allais presque dire l'inverse, moi j'aurais mis les lycées au département, j'aurais donné en partie les universités aux régions. Mais oui, parce que ça, de la logique, la proximité de gestion pour les collèges ou pour les lycées, c'est plus les départements que les régions. La région Île-de-France, 12 millions d'habitants. Le fait qu'on gère, nous, en Île-de-France, les lycées, ça n'a pas beaucoup de sens, on est trop loin. Donc, il aurait fallu plus de rationalité. Bon, le débat est engagé, il va durer 15 jours. André Valigny, Gérard Larcher vous a posé 3 conditions pour valider votre projet de loi tel que vous le souhaitez, c'est-à-dire que l'emploi revienne aux régions, les routes aux départements, et puis de revenir un peu sur ce seuil des 20 000 habitants concernant les intercommunalités. Vous lui répondez quoi au président du Sénat? Je laisse le débat parlementaire se dérouler au Sénat. Je ne vais pas répondre, moi, secrétaire d'État, au président du Sénat. Il faut que les sénateurs puissent débattre, et ça a bien commencé. Oui, non, mais d'accord, mais oui, sur ces questions, d'ailleurs, les groupes parlementaires eux-mêmes ne sont pas tous unanimes. Le débat traverse le groupe socialiste, le groupe UMP, il y a des régionalistes d'un côté, des départementalistes de l'autre, dans tous les groupes. Donc sur les collèges, d'ailleurs, on peut trouver un accord. Cher Roger Carucci, je pense qu'un accord est possible pour laisser les collèges au département. On verra ce que le débat nous réserve, mais je pense que le gouvernement est très ouvert. On laisse la gestion des routes au département les routes, aussi non, les routes, vous comprenez, ça fait partie d'une compétence globale qui est celle du développement économique, de l'attractivité de nos territoires. Notre idée dans cette réforme, c'est de renforcer les régions, d'en faire les moteurs du développement économique, d'en faire les leaders de la croissance de chaque territoire. Et avec les transports ferroviaires, qu'elles ont déjà, on pourrait leur adjoindre les transports routiers, les transports interurbains qu'ont les départements, et puis donc les routes comme les voies ferrées, ceux qui circulent dessus, mais il y a aussi les infrastructures qui sont importantes, donc les trains, les cars, les routes, les voies ferrées. Pour nous, ça paraît cohérent avec le développement économique. Le deuxième axe de cette réforme, c'est la solidarité aux départements. Les départements se voient confortés dans leur rôle de solidarité sociale, personnes âgées, personnes handicapées, enfants maltraités, et solidarité territoriale, notamment à l'égard des territoires ruraux. Enfin, le troisième axe de la réforme, après l'économie aux régions, la solidarité aux départements, la proximité au bloc communal et notamment aux intercommunalités. Je crois que la réforme, elle est claire,
elle vise à clarifier justement les compétences des uns et des autres. Et je pense qu'on peut trouver un accord entre ceux qui veulent avancer, réformer le pays et ceux qui veulent que rien ne change. Est-ce qu'elle sera suffisamment claire pour tous les Français qui vont aller voter aux élections départementales de la fin du mois de mars si ces compétences ne sont pas encore tout à fait déterminées? D'autant que je ne pense pas que d'ici les élections départementales, les deux lectures auront eu lieu. Donc, par définition, on sera en plein débat sur ce texte au moment des élections départementales. Mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que les gens votent aux élections départementales uniquement sur les transferts. Le vrai sujet, monsieur le ministre, vous le savez, c'est également quels sont les moyens financiers attribués aux uns et aux autres, parce que pour le moment, on reste dans le virtuel. Ce sera le troisième temps. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. André Vallini, je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle puisque la sonnerie de la séance vient de retentir et que la discussion autour de ce projet de loi va reprendre. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il réagissait il y a quelques instants à notre micro sur la naturalisation annoncée du héros de la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Il s'appelle Lassana Bathily. On écoute Bernard Cazeneuve. Mais il a eu un rôle au moment de la prise d'otage. Sa naturalisation a été engagée et cette cérémonie aura une dimension symbolique. Elle se tiendra en présence de tous les services qui ont concouru à cette libération. Il a été, au moment où cette prise d'otage avait lieu, courageux, il a eu du sang-froid et cela mérite un témoignage de reconnaissance. C'était une évidence? C'était en tous les cas symbolique de le faire et pour moi c'était effectivement une évidence. Et je trouve que la manière dont ce garçon s'est comporté pendant la prise d'otage, la manière dont il a protégé les personnes avec beaucoup de courage, de sang-froid, de maîtrise, méritait une reconnaissance et des remerciements. Ce sera une cérémonie sobre, mais ce sera une belle cérémonie. Monsieur le ministre. Voilà, Bernard Cazeneuve qui réagissait au micro de Paul Bouffard donc sur la naturalisation mardi prochain de Lassana Bathily, ce héros donc de la prise d'otage de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Jean-Vincent Placé et Nathalie Goulet nous ont rejoints sur ce plateau. Merci à vous deux d'être avec nous. C'était une évidence cette naturalisation? Oui, pour vous, ça vous semble normal? Bien sûr. Il y avait d'ailleurs dans le temps des naturalisations qui étaient faites pour les soldats engagés pour la France et de la même manière pour ceux de la Légion étrangère, je crois, qui ont la nationalité française au bout de certain nombre d'années de service, je crois 5. Et d'évidence, ce garçon formidable et courageux. On parle aussi, et pourquoi pas, d'au moins l'Ordre national du mérite. Et s'il y a bien quelqu'un qui mérite, c'est bien ce jeune garçon malien et bientôt donc français, des nôtres. Partagé, Nathalie Goulet, évidemment. Ouais. Vous présidez, Nathalie Goulet, la commission d'enquête du Sénat sur les filières djihadistes. Vous étiez la semaine dernière au moment des attentats en France à la frontière turco-syrienne pour rencontrer notamment les services de renseignement turcs. Que vous a appris ce voyage ? D'abord des choses qui relèvent de la commission et dont je ne pourrais pas vous parler. Secret défense? Non, pas secret défense, mais on travaille à huis clos. Si vous voulez, je n'ai cessé de dire qu'il fallait plus de moyens et une meilleure coopération, mais vous ne pouvez pas attendre des autorités turques qu'elles lavent notre linge sale si nous, on n'est pas capable, nous, de régler les problèmes et d'essayer d'éviter que les gens traversent les frontières. Donc les Turcs font avec ce qu'ils ont. Et si on ne leur signale pas les gens, parce que nous sommes un État de droit, donc il faut des charges pour empêcher les gens de circuler, parce que normalement c'est la liberté de circulation. Et donc les Turcs attendent de nous des fichiers, des notes et une meilleure information pour pouvoir agir. Ils sont de bonne foi. Est-ce qu'ils sont véritablement de bonne foi? Mais bien sûr qu'ils sont de bonne foi, mais vous ne pouvez pas empêcher non plus. Ils vont atteindre 2 millions de réfugiés. Voilà, 2 millions de réfugiés, nous on en a 500. 2 millions de réfugiés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 millions de réfugiés syriens. Donc beaucoup dans des camps qui, d'après le HCR, sont dans des conditions exceptionnelles pour des réfugiés. D'autres qui ne sont pas dans les camps, mais il y a quand même beaucoup de camps. Et vous ne pouvez pas empêcher non plus une légère schizophrénie compte tenu des conséquences de cette politique au regard de la politique turque et notamment à l'égard des Kurdes. Donc oui, ils sont de bonne foi avec nous. Oui, ils ont d'autres enjeux nationaux. Et non, on ne peut pas juger pour eux de ce qu'ils ont à faire ou pas faire tant que ça ne regarde pas notre sécurité.
Dans votre rapport, Nathalie Goulet, il y aura bien sûr des mesures pour renforcer la surveillance de toutes ces filières et de tous ces réseaux. Mais dès la semaine prochaine, dès le prochain Conseil des ministres, il y a des annonces qui vont être faites par le gouvernement. Quels vous semblent, vous, les axes stratégiques incontournables dans un premier temps? Le renseignement. Le renseignement, le renseignement, le renseignement. Et ça passe par quoi? Par la surveillance plus via de moyens, Internet, plus de moyens pour nos forces de police, de gendarmerie, plus de moyens électroniques, des logiciels qui fonctionnent, plus de juges antiterroristes, plus d'enquêteurs. Parce que vous comprenez, ce qui s'est passé se reproduira pour une raison très simple. Quand vous n'avez pas de moyens, les gens sont obligés de prioriser. Et quand ils priorisent, ce qui est une priorité le lundi ne l'est plus le mercredi. Et donc, il y a des failles dans le système. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un délit de consultation des sites qui font l'apologie du terrorisme? Jean-Vincent Placé. Alors, sur l'ensemble du sujet, parce que moi, il s'avère que j'ai été, pendant 3 ans, j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur du budget de la police et de la gendarmerie à la commission des finances. Et nous étions l'ensemble sur les des moyens collègues, d'abord. oui, mais c'est important tout de Bien même sûr. que je puisse aussi parler C'est de le ça. nerf de la parce que guerre. Je crois que nous sommes sur l'ensemble des bancs extrêmement unanimes sur le sujet. Depuis 3 ans, il faut saluer d'ailleurs le travail qui a été fait par Manuel Valls et aussi aujourd'hui par Bernard Cazeneuve pour la mobilisation des moyens, y compris sur la mobilisation du renseignement. Et d'évidence, l'équilibre qui a été trouvé dans les propos par le président, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur sur la nécessité de plus de sécurité avec le respect des libertés fondamentales. Je trouve que cet équilibre représente d'ailleurs, c'est l'équilibre parlementaire, l'équilibre porté aussi, je crois, dans les messages, y compris la mobilisation de dimanche par le peuple français. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse attention à ce que l'unité nationale dure le plus longtemps possible face aux dangers extérieurs. Sur les questions liées au déplacement, c'est effectivement très difficile. On le voit bien sur le suivi, sur les écoutes, sur la traçabilité. Et il doit y avoir des mesures précises que le ministre déjà nous a indiquées lors de la réunion des responsables parlementaires lundi, place Beauvau. C'était extrêmement précis et intéressant. Effectivement, vous l'avez indiqué, Perrine Tarnaud, les mesures seront dites par le ministre dans les jours à venir. Sur le net, alors, accompagner le gouvernement sur cet équilibre-là et sur les orientations globales qui ont été indiquées par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ces derniers jours, oui, bien sûr, nous sommes solidaires. Est-ce qu'il y a une ligne rouge selon vous à ne pas franchir? Non, mais non, je ne suis pas raisonné en termes de ligne rouge. Il y a une vision, on ne va pas commencer à dire, mais je ne veux pas ci, pas ça. On a déjà dit qu'il n'y avait pas de loi d'exception. On n'est pas à ce niveau-là. Il n'y a pas d'angélisme, il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de loi d'exception, il n'y a pas de Patriot Act. Nous sommes à l'intérieur d'un consensus républicain à trouver et il faut le préserver. Et y compris sur le sujet d'Internet, moi je peux vous dire que je porte pédagogie, si j'ose dire, auprès de mes propres amis qui sont, pour certains, des forcenés de la liberté d'expression sur le net. Mais moi, je n'ai pas très bien compris. Oui, il y a des amendements lors de la discussion de la loi Cazeneuve à l'automne j'assume, parce que il s'avère que j'ai porté ce débat à l'intérieur du mouvement dès l'année dernière, parce que moi aussi, j'ai soutenu ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, par rapport à Dieudonné, que l'antisémitisme, c'est un délit, ce n'est pas une opinion, et on est dans un pays, par exemple, où on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être xénophobe, on ne peut pas être antisémite. Et donc, on n'a pas, alors bien sûr c'est compliqué par rapport aux réseaux sociaux, parce que je me suis intéressé au sujet, et tout à la fois, on dit, ah oui, mais on a des mesures, oui, mais on a des mesures, comme l'a dit très bien Nathalie Goulet, sans moyens, avec des forces de vérification qui font ce qu'elles peuvent, mais avec des sites basés à l'étranger qu'on ne peut pas saisir, et on se retrouve extrêmement impuissant et démuni face à cette diatribe qui se répand sur le net, et y compris chez mes propres amis, quand je dis ça, ça ne plaît pas. Mais moi j'assume, parce qu'on est à un moment dans un temps difficile pour le pays, et on ne peut pas s'amuser à raconter les mêmes histoires qu'en 68-69. On n'est plus du tout dans cette situation politique-là. Donc, notamment sur la toile, il faut qu'on soit prêt à restreindre une partie de nos libertés, alors, publiques, individuelles. Nathalie Goulet. J'ai déjà trop pris la parole et je préférerais que Nathalie Goulet puisse, parce qu'il s'avère sur tous ces sujets, nous sommes souvent d'accord d'ailleurs. Oui, mais si vous voulez, le problème, vous avez beaucoup de gens qui ont pensé que les mesures, et notamment la loi du mois de novembre, était une loi liberticide qu'on prenait pour le plaisir de la voter sans qu'il y ait de réel danger. Je crains quand même que cette semaine n'ait ouvert les yeux des gens qui ne voulaient pas les ouvrir. On a quand même là eu des attentats d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Jugées trop sécuritaires qui n'ont pas été adoptées dernièrement et à l'automne dernier, on va déjà adopter. Passer là. Non mais écoutez, on va déjà appliquer celles qui ont été adoptées au mois de novembre.
Bien. En plus, le reste, c'est des lois sur le renseignement. Et les lois sur le renseignement, quand on aura appliqué la loi de programmation militaire et l'article 20 sur la géolocalisation, ainsi que les autres textes qui ont été appliqués et votés, dont je tiens à vous dire qu'en fait, ils donnent plus d'encadrement légaux qu'il n'y en avait avant, puisqu'on travaillait sans cadre juridique, ce qui n'est plus le cas. Je pense qu'on aura déjà un arsenal. Moi, je ne connais pas encore les textes qui ont été présentés par le ministre et qu'on aura prochainement, mais moi, je vous dis, l'impérieuse nécessité, c'est le renseignement. Et nous ne rognerons pas sur les libertés publiques, mais le renseignement sera plus précis, probablement plus continu, avec des moyens en hommes, en matériel, pour protéger aussi nos sources et nos forces de police, de gendarmerie et de sécurité du territoire. On en a absolument besoin, mais pas de Patriot Act, on l'a dit. Pour finir, un petit mot sur l'école. Le groupe UMP du Sénat décide de va demander la création d'une commission d'enquête sur l'école, puisque visiblement, c'est là que l'unité nationale semble se fissurer un petit peu au-delà des quartiers sensibles. Vous êtes d'accord pour travailler sur cette question, Jean-Vincent Placé? Il y a des questions qui s'opposent. Alors, évidemment, quel est l'intitulé de la commission d'enquête et quels sont les buts recherchés? Moi, je tiens par exemple à saluer dans Nathalie Goulet le fait qu'on voit que le Sénat peut être tout à la fois utile et précurseur, parce qu'on n'a pas attendu ici, à l'initiative de Nathalie, la situation dramatique pour chercher à comprendre ce qui se passait. Donc il y a déjà 6 mois que cette commission d'enquête travaille sous l'égide du travail de Nathalie Goulet, et je crois que c'est positif. Après, sur l'école, bien sûr qu'il y a des sujets. Moi aussi, j'ai été quand même extrêmement interpellé de lire dans les journaux et je comprends, je sais que les enseignants font un travail bien difficile. Il y a eu des difficultés, d'une part, pour installer, si j'ose dire, la minute de silence, d'expliquer aussi, par exemple, une question très simple qui a été bien dite par le Premier ministre lors de son intervention à l'Assemblée nationale, c'est qu'à un moment, des jeunes disent à l'enseignant, mais pourquoi on interdit Dieudonné et qu'on n'interdit pas Charlie Hebdo? C'est la grande question qui se pose, oui, effectivement. mais la réponse, elle est très simple, c'est que on ne peut pas, dans ce pays, attaquer les juifs en tant que tels. On ne peut pas attaquer les musulmans en tant que tels. Est-ce que les professeurs sont assez armés pour expliquer? Justement, c'est l'intérêt. Tout est donné autour de la liberté d'expression. Et je me permets de saluer la grande dignité tout à la fois des questions posées cet après-midi au Sénat de la République française, avec les réponses du gouvernement, parce qu'on a vu pourquoi il y a eu 2 questions à Laurent Fabius, pourquoi il y a eu 5 questions à Bernard Cazeneuve et 3 à Najat Vallaud-Belkacem, parce que c'est un sujet des affaires étrangères, évidemment, des menaces extérieures, un sujet de la sécurité et un sujet de l'école. Et c'est extrêmement important qu'effectivement on puisse réexpliquer. Et moi, je suis un tenant tout à la fois de l'éducation des religions à l'école. Pas pour faire du prosélytisme, mais pour expliquer. Mais oui, quelles sont les origines des religions, pourquoi il y a des débats, pourquoi il y a des textes, comment ont évolué ces textes, quelles sont les vraies pratiques, la réalité. Au nom de la laïcité, d'autres parlementaires la plupart de ces terroristes ne devaient rien connaître au Coran, ni rien connaître évidemment à l'islam pour en arriver à ces comportements-là. Et de la même manière, on doit avoir le message des républiques laïques et d'éducation à la citoyenneté. Je sais que ça fait toujours un peu ringard de raconter ça, mais la vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, les familles étant si disloquées, eh bien moi j'appelle à un sursaut national autour de l'éducation citoyenne dans l'école de la République. Mais là aussi, il va falloir des moyens et de la formation pour les professeurs, parce que ça ne va pas être à eux d'affronter seuls ces problèmes et la montée des communautarismes. Vous connaissez le mot célèbre, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous voyez où ça nous mène. Moi, je partage complètement. D'ailleurs, il y avait des philosophes et d'autres personnes très, très au point sur ces sujets qui ne sont pas les miens, qui prônaient l'histoire des religions, parce qu'on est dans l'ignorance. Et une grande partie de ces jeunes qui partent faire le djihad un peu partout n'ont absolument pas de connaissance de l'islam, qui est et celui qu'on leur vend est un islam dévoyé, qu'ils avalent sans difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut construire le contre-discours et l'éducation. Et vous n'y échapperez pas. Et il faut que l'école s'adapte avec des nouveaux moyens et que ça redevienne le ferment républicain et pas un lieu de garderie. Très bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus aborder ces questions sur notre plateau après la séance des questions d'actualité au gouvernement ici au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.